Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Dana Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Noé. Bonjour Dana. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis super contente. J'ai découvert Gemüse Kebab par hasard il y a 3 ans, je pense. J'ai des amis qui habitent juste au-dessus. Et puis plus tard, j'ai appris que voilà, t'as pas eu un parcours, on va dire, classique pour rentrer en cuisine. T'étais à l'ESSEC et il me semble que t'as fait aussi du droit. Et aujourd'hui, voilà, te voilà à la tête de Gemüse et en tant que chef privé, il me semble, mais tu pourras nous raconter tout ça. Est-ce que justement tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Évidemment, merci beaucoup pour l'invitation Dana, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Noé Lazare, je viens d'avoir 30 ans. J'ai ouvert un restaurant qui s'appelle Gemüse dans le 18e arrondissement quand j'avais 24 ans, donc en 2018. Et quand j'ai ouvert Gemüse, le but pour moi, c'était de faire découvrir le kebab type kebab berlinois, en tout cas c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque, aux Parisiens et aux Français, en ouvrant le premier kebab berlinois de France. Je suis à côté de ça, moi, passionné de street food, passionné de bouffe de manière générale. J'adore manger, j'adore découvrir des nouvelles choses, et ça depuis toujours. La cuisine n'avait peut-être pas du tout une évidence pour moi. Comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours qui n'a pas été parcours de cuisine à la base. Je me suis retrouvé à lancer Gemüse et ça m'a piqué, et du coup j'ai continué, et on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça fait 5 ans que Gemüse est ouvert, que ça fonctionne bien et que ça a été une expérience à la fois une expérience entrepreneuriale et une expérience de cuisine, et une expérience de passion, une expérience de vie personnelle, enfin beaucoup de choses. Et du coup, tu as lancé Gemüse pendant tes études ou à la fin de tes études? Alors, j'ai lancé Gemüse à la toute fin de mes études. Donc, en fait, pour refaire un petit topo, moi, j'ai fait 5 ans de fac de droit à Paris. J'ai fait un parcours en droit classique. J'ai fait un master 2 en droit des affaires. Pendant ce temps-là, j'ai enchaîné un petit peu des petits stages en droit pour essayer de voir de l'intérieur le métier. Les études de droit m'avaient beaucoup plu parce que j'étais pas très scolaire avant, et en arrivant à la fac de droit, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais prendre aussi beaucoup de plaisir à travailler, et à travailler de manière carrée. Le droit apprend une grosse rigueur que j'avais jamais eue et que je pensais pas être capable d'avoir. Donc je pense que j'avais des choses à me prouver à ce moment-là, et je me suis mis à fond dans le travail. Ça m'a beaucoup plu, les études étaient intéressantes, j'étais plutôt bon dans ce que je faisais. Mais par contre, en pratique, quand j'ai commencé à enchaîner les stages, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais de ma vie. Voilà, c'est un job de bureau principalement, beaucoup d'écrits, de paperasse, très intéressant sur certains aspects, mais c'était pas, ça me correspondait pas. J'ai fait ce constat-là en 4e année de droit, et bon, quand on a déjà passé 4 ans d'études à se spécialiser dans un domaine, c'était assez compliqué de pouvoir imaginer la suite. J'ai entendu parler des admissions parallèles en école de commerce, une deuxième voie qui permet de rejoindre une école de commerce après avoir fait d'autres études avant. Et je me suis dit pourquoi pas, et je me suis mis en tête de faire parce qu'il bon, il fallait que j'ai une idée de pourquoi est-ce que je voulais rentrer dans une école de commerce. Je me suis dit j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire que de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était ultra vague. C'était juste cool d'imaginer monter sa boîte, et à l'époque, je n'avais même pas d'idée de ce que ça voulait dire monter sa boîte, quoi. Donc voilà, mais j'avais ce truc en tête, et je fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand je commence à imaginer quelque chose et à rêver quelque chose, j'arrive assez bien à me mettre dans cette réalité-là, et limite à la vivre dans ma tête avant de la vivre, et du coup à pouvoir m'exciter sur des trucs que je ne connais même pas. Donc là, c'était l'entrepreneuriat, j'étais persuadé que je voulais faire ça, et donc j'ai passé les concours, j'ai eu l'ESSEC, j'ai passé 2 ans à l'ESSEC, enfin 2 ans officiellement, mais ça a pris 3 ans au total.
Et au bout de 2-3 ans à l'ESSEC, où j'ai fait plein de choses très intéressantes et qui m'ont appris plein de choses. J'ai rencontré des belles personnes aussi. Au bout on va dire du coup 3 ans d'ESSEC, en fait, ça faisait 8 ans que je faisais des études, que j'étais à fond comment dire, dans le tourbillon de la vie sociale et tout et tout. Et j'ai ressenti le besoin de prendre du temps pour moi et de revenir à ce qui m'a manqué en école de commerce, c'est-à-dire une certaine forme de discipline, Mhm. de discipline personnelle et puis de discipline de groupe et voilà, parce que j'avais vécu des très belles années en école, mais on peut pas vraiment dire que j'avais eu l'impression de d'avoir un gros contrôle de ma propre discipline. C'est quelque chose qui me manquait, c'est quelque chose que j'avais envie de me reprouver avant de rentrer dans la vie active. À cette époque-là, je me suis dit, j'ai envie de tester l'armée. J'ai envie de faire 6 mois à l'armée, voir comment c'est, pour justement m'obliger à faire ce que j'avais plus fait depuis longtemps, c'est-à-dire me lever à heure fixe, vivre pour un groupe, recevoir des consignes, savoir recevoir des consignes, me remettre à ma place. J'avais vraiment envie de ça. Et puis bon, après un peu de réflexion, que ce soit d'un point de vue valeur ou que ce soit d'un point de vue professionnel, l'armée était peut-être pas le seul endroit où je pouvais trouver ça et correspondait pas vraiment à ma personnalité et à mes opinions. Donc j'en suis revenu et j'ai créé dans ma tête un projet de voyage, un peu inspiré d'un livre et d'un film. J'avais intitulé le projet parce qu'il fallait que je le vende à l'ESSEC. Donc j'avais intitulé le projet Mange, Prie, Aime. Et le but, c'était de faire un espèce de petit tour du monde, à la fois pour caser très honnêtement certains points de ma bucket list et de faire des choses que j'avais toujours rêvé faire, et aussi pour me challenger sur 3 aspects. L'idée, c'était de faire des 3 étapes différentes pendant ce voyage, pour faire 3 expériences que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Première étant passer un mois en Thaïlande dans un monastère bouddhiste à méditer. Je méditais un peu à l'époque, ça me faisait du bien, j'avais envie d'approfondir ça, et puis c'était encore, comme je te le disais, cette recherche de discipline qui m'avait poussé à faire ça. Et donc ça, c'était la première étape, puis après, il y avait 2 autres étapes au voyage. On a été faire 3 mois en Australie pour travailler dans des fermes. Là, mon but, c'était de tester un petit peu le travail manuel, que j'avais jamais pu réellement tester avant, pour voir aussi si c'était, pour me confronter un petit peu à l'utopie, et voir si c'était une illusion, ce que je m'imaginais dans ma tête, ou si c'était quelque chose que je pouvais vraiment apprécier. Donc, on a été travailler dans des fermes en Australie, et puis on a terminé par du bénévolat en Amérique du Sud. Pareil, j'avais jamais bossé dans un cadre de volontariat et de bénévolat, et ça m'intéressait de voir ce que ça pouvait faire chez moi et de bosser de manière beaucoup plus désintéressée que d'habitude. Voilà, et bon bref, énorme parabole tout ça, mais c'est pour t'expliquer que le projet Gamuse est né pendant ce voyage, Ok. où j'ai eu beaucoup de temps de réflexion, où j'ai eu beaucoup d'espace mental disponible, où j'ai eu ma curiosité qui était un peu titillée par plein de choses. Et le projet Gamuse est même né dans le monastère. Et voilà. Et en fait, en rentrant en France, le projet était né, mais j'étais pas encore persuadé d'être capable et de vouloir le faire. Grosse crise de légitimité, on aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai commencé à passer des entretiens un peu à droite à gauche dans des boîtes un petit peu plus conventionnelles, pour faire du conseil en stratégie digitale, des trucs que je savais même pas ce que c'était vraiment. Et en passant ces entretiens, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. Je me sens encore moins légitime à passer ces entretiens sans rien comprendre à ce que je raconte, à ce que me raconte la personne en face, que à lancer mon propre projet. Et voilà. Et là, j'ai commencé à bosser sur Gamus. Et du coup, tu t'intéressais à la cuisine déjà pendant tes études ou c'est venu voilà, progressivement Quel était ton rapport à la cuisine déjà avant? Bah, je trouve que c'est toujours une question un petit peu compliquée parce que j'aimerais pouvoir te répondre, oui, ma mère, mon père, j'ai toujours adoré être dans les C'est pas vrai, en fait, j'ai toujours adoré manger, ça c'est sûr. Tout vient de là. J'ai toujours adoré découvrir des nouvelles saveurs. Quand je suis à l'étranger, je suis toujours à l'affût du petit boui-boui, de petits endroits où il y a que des locaux, où je peux m'asseoir à côté de quelqu'un et pointer une assiette et dire je veux la même chose et puis découvrir quelque chose sans même connaître le nom du plat et tout. Ça a toujours été une passion. Mais la cuisine à proprement parler, j'aimais bien bidouiller chez moi des trucs qui aujourd'hui, si je les regarde, je me dis ouh c'était mignon, mais c'était pas de la cuisine. Quand j'ai commencé à créer Gamuse,
je pense que je déconnectais quand même un petit peu ça de la cuisine. J'avais pas l'impression d'être en train de lancer un business dans la cuisine, j'avais l'impression d'être en train de lancer un restaurant. Et puis c'est plus tard, et c'est une fois que vraiment le projet a avancé et que un peu avant d'ouvrir, que je me suis rendu compte qu'il allait avoir une très forte dimension cuisine et que cette dimension-là, je savais même pas encore si professionnellement ça allait me plaire ou pas. Et aujourd'hui, enfin, tu m'as dit que tu faisais aussi le CAP de cuisine finalement et que tu Oui, t'es passionné au fur et à mesure du coup de ton aventure de gameuse à la cuisine en elle-même. c'est ça. En fait, j'ai vraiment eu un parcours, on peut dire un petit peu un espèce de parcours inversé, dans le sens où donc il faut vous dire, enfin voilà, si ça t'intéresse, je pourrais te raconter les débuts de Gamuse, mais quand j'ai ouvert Gamuse, je n'avais jamais mis un pied dans une cuisine professionnelle. Et vraiment contre ma volonté, parce que j'avais essayé, j'avais posé des CV pour essayer d'aller voir ce que c'était dans les cuisines pro. Et comme j'avais aucune formation en cuisine, j'avais été refusé d'à peu près partout. Donc j'avais pas pu. La première friteuse que j'ai touchée, c'était la friteuse de Gamuse. Et j'ai créé mon plan de restaurant sans jamais avoir posé les pieds dans un restaurant professionnel. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment page blanche au début. Et donc, du coup, Gemus, c'était deux risques pour moi. C'était complètement quitte ou double concernant l'entrepreneuriat et complètement quitte ou double concernant la cuisine. Mm. J'avais aucune idée de savoir si avoir ma boîte, ça allait me plaire et j'avais aucune idée de savoir si le monde de la restauration allait me plaire. Et donc, je m'engageais avec ce projet dans ces deux aléatoires-là. Et j'ai eu beaucoup de chance et ça m'a énormément plu et j'y ai découvert une passion de vie. Enfin, au bout de quelques temps, très rapidement, je me suis rendu compte que la restauration, c'était ce que je voulais faire et que j'avais quasiment plus aucun doute sur le fait que j'y étais bien et que j'avais envie de poursuivre là-dedans. Mm. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que j'avais envie de rattraper un petit peu le temps perdu en restauration, sachant que la restauration, c'est quand même un milieu très jeune. Il y a beaucoup de jeunes cuisiniers qui commencent à 16 ans en Mm. apprentissage, ce genre de choses. Moi, j'en avais 24. À l'époque, ça me paraissait déjà vieux. Maintenant, ça me paraît jeune, mais genre, à l'époque, ça me paraissait vieux par rapport à la cuisine, en tout cas. Et je me suis dit, il faut que je rattrape le retard. Et donc, je me suis inscrit au CAP cuisine avec la mairie de Paris, les cours pour adultes de la mairie de Paris, qui était une formation en accéléré, puisque c'était que 4 heures, 4-5 heures de cours par semaine en un soir dans des cuisines pro d'un lycée hôtelier. Et à côté de ça, je savais que je devais bosser du coup ma cuisine chez moi pour pouvoir passer le CAP. Et donc j'ai commencé ça en octobre 2019 et puis après Covid. Ouais. Donc du coup, fin des cours, fin des restaurants, gros chamboulement chez Gemuse. Enfin voilà, on va pas revenir là-dessus, vous connaissez très bien. Mais donc je me suis retrouvé en fait à énormément cuisiner chez moi parce que les cours du CAP s'étaient arrêtés en cours d'année. Et je me suis retrouvé à cuisiner quasiment 8 heures par jour quotidiennement pour passer le confinement, pour m'améliorer, et puis parce que ça me plaisait de plus en plus. Et voilà, et c'est à partir vraiment de ce moment-là où je me suis dit que Gamuse, ça comblait en moi un besoin entrepreneurial, ça comblait moins en moi un besoin de cuisine, parce qu'on est quand même sur du monoproduit, et que du coup, on a beau tout cuisiner nous-mêmes, c'est quand même assez répétitif, et que j'avais besoin en fait dans ma vie d'avoir une balance entre les deux entre l'aspect stratégique que peut avoir l'entrepreneuriat et qui peut être hyper stimulant intellectuellement et humainement, et puis l'aspect beaucoup plus personnel de la cuisine, où là c'est solitaire, enfin solitaire, on est souvent avec une équipe, mais je veux dire, c'est quelque chose où je me retrouve vraiment moi-même, où je pose ma tête de côté, et où je laisse mes mains parler, et où ça me faisait énormément de bien. Et aujourd'hui, comment tu le combles justement ce besoin de pure cuisine à côté de Guémuse? Alors aujourd'hui, moi j'ai fait le choix justement, qui a été un choix qui a été relativement difficile, de ne pas développer Gamuse, en tout cas de ne pas le développer rapidement, comme beaucoup m'ont sollicité pour le faire. Faut vous dire que Gamuse, voilà, faut dire que Gamuse a eu un succès relativement rapide au début. On a fait un produit qui a été apprécié au bon moment, au bon prix, et donc du coup on a eu une très forte médiatisation. Et très rapidement, que ce soit mes proches ou mes clients ou mes partenaires, ils m'ont commencé à me solliciter en mode ouais, mais pourquoi t'en ouvres pas un deuxième et tout et tout. Bon, déjà, c'est assez surprenant parce qu'il y avait beaucoup de ces personnes-là qui avaient quand même, je vais pas dire douté parce que tout le monde m'avait plutôt soutenu dans ce projet, mais ça se voyait que quand je parlais de Gamuse avant de l'ouvrir, tout le monde était un peu là en mode ouais, c'est marrant, Noé, il va faire du kebab, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, la bonne blague.
Et puis en fait, dès que ça a commencé à marcher, au bout de 30 secondes, c'était à quand le deuxième. Alors que faut quand même te dire qu'à l'époque, moi j'ai fait littéralement 80 à 100 heures d'opérationnel par semaine pendant la première année. Et puis après, je suis descendu à un rythme qui me paraissait être un rythme de croisière, qui était 75 heures d'opérationnel par semaine. Après, à côté de ça, il fallait que je gère la compta. J'ai pas Mm. d'associé sur Gemus, donc il fallait que je gère la compta, les recrutements, la formation, Mm. les démarches administratives, et je vous passe là avec les calculs, le lancement de nouveaux produits, les créations de nouvelles recettes, et ainsi de suite. Donc c'était monstrueux. Moi, j'ai perdu de l'espérance de vie à vue d'œil à ce moment-là. Et pour autant, il y avait pas mal de gens, donc du coup, qui me sollicitaient. J'ai toujours comparé ça un peu, je pense, enfin moi, c'est complètement débile de le comparer à ça parce que j'ai pas été enceinte et que je risque pas de l'être, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme un peu une jeune mère qui vient d'accoucher et à la place d'être concernée de comment elle va et comment va son enfant et comment elle se sent, on lui demande directement à quand le deuxième. Donc bon, ça, j'ai été beaucoup sollicité et j'ai pris la décision petit à petit, et c'était une décision très compliquée à prendre, de me dire par équilibre personnel, en fait, je n'ai pas envie de développer à outrance directement, j'ai envie de me développer et de prendre le temps de créer des équilibres dans ma vie qui soient satisfaisants. Je suis revenu au pourquoi est-ce que j'avais créé Gamuse. Le pourquoi j'avais créé Gamuse, c'était parce que c'était un rêve, parce que j'avais envie d'aller au bout de ce rêve-là, parce que j'avais envie de me prouver que j'en étais capable. Voilà. Mais j'avais jamais eu comme rêve de monter un empire du kebab. Et donc, je suis revenu un petit peu à ce rêve originel et je me suis dit, en fait, là, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de me challenger, de vivre de nouvelles aventures. Et ça rejoignait aussi un autre point qui est que quand on est entrepreneur, on est très seul et il n'y a plus personne au-dessus de nous pour nous former. Donc moi, j'avais 24 ans, j'avais jamais été réellement formé à la cuisine. J'étais moi en train de former mon équipe chez Gamuse, mais plus personne me formait. Et en fait, j'avais vraiment ce besoin de retourner me faire former, de parfois déposer mon tablier de chef et puis de prendre le tablier de commis et d'enchaîner des expériences dans d'autres cuisines pour voir à la fois d'autres modes de fonctionnement organisationnels et puis pour apprendre un maximum de choses en cuisine. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. La conviction que j'avais, c'est que si je montais un jour d'autres restaurants, d'autres entreprises, j'avais envie que ce soit à chaque fois une nouvelle aventure, que ce soit à chaque fois une découverte personnelle, que ce soit pas juste motivé par des considérations financières ou de praticité stratégique, mais que ce soit surtout motivé par qu'est-ce que ça peut m'apprendre de le faire. Donc du coup, j'ai enchaîné des expériences en tant que commis dans des cuisines traditionnelles pour voir un petit peu comment c'était. J'y ai appris beaucoup de choses. C'était souvent très compliqué parce que je le faisais en parallèle de Gamuse, donc souvent Gamuse me rappelait un peu à l'ordre en mode voilà, ça fait 2 semaines que tu n'as plus trop été là, donc les problèmes recommençaient à apparaître et je devais souvent couper court à ces expériences-là. Mais ça m'a beaucoup appris et petit à petit, j'ai commencé à organiser des dîners chez moi entre copains où j'essayais de faire vraiment d'aller au bout du truc. Je faisais des dîners en 5 plats, en 6 plats, en 7 plats pour essayer dans un tout petit appartement avec un minimum de matériel, dresser à l'assiette, appliquer les choses que j'avais pu apprendre dans mes expériences en restaurant. Et plus je le faisais, plus ça m'intéressait. J'avais toujours un petit peu ma rigueur juridique, donc j'ai écrit toutes les recettes que je faisais et qui me plaisaient sur mon drive. Donc aujourd'hui, je dois avoir, je sais pas, 600 recettes, je crois, écrites sur mon drive, que j'ai faites, que je refais malheureusement pas parce que j'aime pas refaire mes recettes, mais qui sont là et qui m'ont permis de formaliser un petit peu ce que j'apprenais et d'acquérir des compétences par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'avoir suffisamment bien bossé ce côté-là aussi de moi, donc le côté vraiment cuisine, pour de temps en temps pouvoir prendre ce qui s'appelle des résidences ou des pop-up ça peut prendre toutes sortes de formes en tant que chef dans d'autres restaurants ou dans d'autres lieux. Donc concernant cet aspect-là, en fait, j'ai décidé dès le début à toute proposition, quel que soit le niveau de peur que ça pouvait engendrer chez moi, parce que sinon j'allais pas réussir à me challenger, j'allais pas réussir à dépasser certaines étapes. Mm. Donc chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est que donc je faisais ces formations en cuisine, je tenais à côté de ça un compte Instagram où je parlais un petit peu de mes expériences en cuisine, avec un ton qui était, j'espère, fidèle à ce que je ressens moi quand je suis en cuisine, c'est-à-dire assez simple, assez marrant, sans prise de tête, pour montrer que la cuisine, c'est aussi accessible à tout le monde, que
c'est un bon moment et que c'est pas parce qu'on est en train de faire des plats compliqués que c'est forcément compliqué. Mm. Donc, je tenais cet Instagram-là et j'ai fini par être contacté par des restaurateurs, des collègues, d'autres commerçants du quartier ou quoi, qui m'ont dit, ah, bah, je vois ce que tu fais sur Instagram, ça donne super envie. Est-ce que ça te dirait de venir cuisiner dans mon restaurant ou dans ma cave à vin ou voilà. Et moi, je me sentais bien évidemment absolument pas légitime à le faire à cette époque-là, mais j'ai dit oui quand même, et puis j'y suis allé. Et justement, comme je me sentais pas légitime pour faire ce type d'expérience à cette époque-là, j'ai mis énormément, et d'ailleurs je le fais toujours, c'est pour ça que je m'épuise parfois, mais j'ai mis énormément d'énergie et de travail dans chacune de ces expériences-là. Mm. Donc, pour te prendre un exemple, il y avait une cave à vin qui s'appelle Quoi qu'on boit, qui est dans le 18e, qui m'avait contacté. Ça a été un peu mon premier dîner en tant que chef prestataire et qui m'avait dit, voilà, on a envie de faire des rencontres entre vignerons et chefs. Il faudrait que tu fasses un accord mets-vins en fonction des vins du vigneron et puis que tu viennes le servir pour 12 personnes dans une salle où on a une cuisine avec une plaque à induction, un four et puis c'est tout quoi. J'ai dit oui et je me suis retrouvé du coup dans cette cuisine à faire ça. C'était une expérience que j'ai préparée pendant plus d'une semaine, à écrire les menus, à faire des tests, à faire les listes des courses, à regarder exactement où est-ce que j'allais me fournir en quel produit, à respecter le budget et ainsi de suite. Ça s'est en tout cas pour moi très bien passé et j'étais assez content de ce qu'on avait pu faire avec la vigneronne. Et voilà, et puis l'une en entraînant l'autre, j'ai enchaîné, j'ai fait une expérience d'un mois dans une autre cave à vin où j'étais chef pendant un mois, dans un restaurant dans le 14e, dans un restaurant dans le 11e. Récemment, j'ai fait un petit peu au lancement d'un album d'un artiste électro-disco pour qui j'avais fait un menu en 6 temps pour présenter son album. Enfin, voilà. Génial, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est très intéressant, c'est que tu parles aussi du stress, de la peur, voilà, de la fatigue aussi avec ces centaines d'heures de travail par semaine au début. Et Ouais. je voulais te demander comment en fait tu faisais pour gérer tout ça, est-ce que tu avais une certaine hygiène de vie, est-ce que tu avais une certaine routine, certains rituels comme la méditation par exemple, dont tu as déjà parlé? Comment Ouais. t'arrivais à tenir ce rythme et comment t'arrivais à gérer tes peurs? Pour le rythme, j'aimerais te dire que je réussissais à trouver une espèce d'hygiène de vie et tout, mais c'est pas vrai parce que je suis très mauvais pour garder des routines. Donc, je commence une routine et puis malheureusement, je l'abandonne assez rapidement. Donc, à un moment donné, j'allais à la piscine à 6 heures du matin, je faisais piscine, après j'allais chez Guémuse, je faisais mes 14 heures ou 15 heures et puis je rentrais, je dormais et ainsi de suite. Bon, ça a duré 3 semaines, j'ai pas réussi à le tenir très longtemps. Donc, pour être honnête, ça, j'ai jamais été très bon là-dessus. Le rythme, c'est surtout grâce à l'adrénaline. C'est que le milieu de la cuisine et de la restauration procure quand même une certaine forme d'adrénaline en moment de rush et que j'étais franchement au début vraiment accro à ces moments de rush et à ce que ça procure par ailleurs. Ouais, j'étais un peu accro à ces moments de rush et je découvrais quelque chose. Je pense que c'est peut-être la chose qui me plaisait le plus à l'époque, c'était à quel point, c'est très masochiste ce que je vais dire et ne faites pas ça chez vous, franchement c'est une très mauvaise idée, mais à quel point plus je travaillais, plus les quelques moments de libre que j'avais étaient intenses et à quel point je les vivais de manière intense. C'est-à-dire que la première gorgée de bière après une journée de 15 heures de travail, c'est la meilleure gorgée de bière de ta vie. Le moment où tu te mets dans ton lit après avoir passé 70 heures debout par semaine, t'as jamais vécu un aussi bon lit, même si c'est le matelas le plus merdique du monde et ainsi de suite. Et ça, en fait, j'avais un peu l'impression de revivre avec ça. Mm. C'est tous les petits trucs du quotidien auxquels on fait même plus attention, notre petit confort auquel on est habitué, et ainsi de suite. Moi, je le redécouvrais et c'était grisant. Donc ça m'a aidé à tenir le rythme. Après, c'est pas un rythme qu'on peut tenir pendant longtemps. Très sincèrement, je me suis vraiment flingué la santé et j'ai mis longtemps à récupérer physiquement de ce rythme-là. À côté de ça, tu me disais le rythme et le... Et la gestion de la peur, voilà, tu Ah disais que oui, j'acceptais des contrats, j'avais peur, mais j'y allais quand même. Comment tu gérais ça? oui, j'ai même encore aujourd'hui, hein, franchement, quand on me propose quelque chose qui est totalement nouveau pour moi, ça me procure de la peur parce que j'ai toujours envie de réussir à me prouver et à prouver aux autres que je suis pas une fraude. Et du coup, je mets une énergie, enfin, comment dire, je pense que la peur me pousse à donner une énergie supplémentaire et que je combats la peur par le travail. Donc, à partir du moment où j'ai peur de quelque chose, je bosse 2 fois plus sur Mm. le sujet
en ayant l'impression que ça va me prémunir d'un éventuel échec. Mm. Donc, je ne saurais pas dire si. Moi, je pense que ça a du bon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser aussi parce qu'on peut pas toute sa vie travailler 2 fois plus pour essayer d'enfouir sa peur, voilà. Mais ça a du bon aussi parce que du coup, je sais que j'ai été dans un degré de détail sur certains sujets qui m'ont permis de faire en sorte que ça marche vraiment bien. Et le fait que ça marche vraiment bien m'a ouvert d'autres portes. Donc en fait, ça a été pour moi Mm. la clé du succès, en tout cas de mon succès à titre personnel, je veux dire, hein, Ouais. de mon bonheur à faire les choses. Non, je suis d'accord. Puis quand tu dis, je ne sais pas si c'est normal ou pas, de toute façon, nous avons chacun un fonctionnement très particulier et unique aussi. Ouais, Et c'est aussi ça ce que j'aime bien dire à mes coachés, c'est que si ça fonctionne pour toi et que tu es à l'aise dedans, c'est que c'est la bonne manière pour toi. C'est que c'est oui, normal pour toi, ouais, ouais. personnellement. Je pense aussi, mais après, c'est plus complexe que juste noir ou blanc, parce que parfois, on peut être à l'aise avec une manière de fonctionnement et puis que ça nous fasse du mal aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que typiquement, bah là, pour la dernière prestation que j'ai faite, qui était ce dîner, donc je devais cuisiner pour 35 personnes dans un lieu que je connaissais pas, dans une cuisine que je connaissais pas, que je pouvais pas voir avant, en one shot, sur une soirée, avec un artiste qui présentait son album, et je m'étais mis des difficultés supplémentaires. Ça aussi, j'aime bien d'ailleurs, il faudrait en reparler. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on me propose quelque chose de difficile, je imagine quelque chose d'encore plus difficile. Donc, on me dit, est-ce que tu peux cuisiner pour 35 personnes? À la place de dire, oui, je vais faire entrée, plat, dessert, je dis, oui, oui, ce serait marrant de faire un truc en 6 plats, dont le premier plat, ce serait un plat divisé en 3 plats. Et je me retrouve à faire genre 8 plats pour 35 personnes, servis en 2 heures et demie, avec que des trucs dressés à l'assiette et tout. Ça, je sais pas pourquoi, c'est aussi un truc, c'est comme si un peu je reprenais le contrôle de ma peur, ou à la place que ce soit la peur de quelqu'un d'autre, enfin, la, la peur que me procure la chose que me demande quelqu'un d'autre, comme c'est moi qui me le demande à moi-même, c'est plus gérable. C'est un peu ça le mode de fonctionnement. Mais tout ça pour dire que sur ce type d'expérience, c'est 30 heures de travail en 3 jours, c'est de la fatigue physique, c'est une journée qui commence à 8 heures du matin et qui se termine à 2 heures du matin, c'est beaucoup de stress et tout. Donc voilà, c'est ma manière de fonctionner et je suis à l'aise avec cette manière de fonctionner. Donc comme tu dis, c'est sans doute la bonne pour moi, mais je pense aussi qu'il faut que j'apprenne à la gérer pour ne pas me brûler les ailes et puis pouvoir enchaîner des expériences Mm. sans me fatiguer outre mesure à chaque fois. Et justement, est-ce que tu as déjà une idée de quel rythme idéal, entre guillemets, t'aimerais avoir ou t'aimerais construire petit à petit? En tout cas, pour un certain temps, ça se trouve, après, tu voudras le changer encore. Parce que l'équilibre, c'est une recherche permanente. Exactement, et puis c'est une recherche qui change avec les différentes étapes de la C'est ça. vie. Je pourrais pas vraiment te donner de réponse à cette question parce que je suis un éternel insatisfait dans le sens où si je passe 3 jours de suite à bosser en administratif pour mon restaurant, je vais avoir des rêves d'aventure, des rêves de cuisine, des rêves de travail manuel et ainsi de suite. Si je passe 3 jours en cuisine à faire que de la cuisine, au bout de la troisième journée, je vais être en train de couper des oignons en pensant à tous les restaurants que je pourrais monter et aux nouveaux projets entrepreneuriaux que je pourrais mener. Donc cet équilibre, je dirais que je le trouve au fur et à mesure, en fonction des besoins et en fonction des opportunités. Donc j'essaie de pas les solliciter, j'essaie de faire en sorte qu'elles viennent à moi et de dire oui quand elles viennent et de me laisser un petit peu porter par ça. Et de l'autre côté, bah, de poursuivre certains projets quand j'estime qu'ils sont intéressants. Il y a 1 an et demi, on a monté une fromagerie avec des copains en face de Guémuse. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Racine. Donc c'est la fromagerie Racine. En fait, je me suis associé à Max et Laura qui avaient déjà une boutique qui était une épicerie primaire juste à côté de Guémuse qui s'appelait Racine aussi. Et puis on était très bons copains, très bons collègues. Et au fil des discussions, il y a eu une opportunité qui s'est libérée, un local à côté. Et on s'est dit pourquoi pas s'associer et monter une fromagerie, sachant qu'on avait zéro compétence, que ce soit les uns ou les autres, en fromagerie. Donc c'était encore un truc de se dire, est-ce qu'on va être capable de prendre une auto-école, parce que le local c'était une auto-école, et de faire des travaux, imaginer une fromagerie, se renseigner sur le matériel dont on a besoin, se renseigner sur faire les plans nous-mêmes, se renseigner sur les produits, déguster, s'éduquer,
sélectionner, et ainsi de suite. Ça, c'est le genre de projet qui m'excite. Et où je me dis, OK, j'apprends un nouveau métier, j'apprends une nouvelle, je rajoute une petite corde à mon arc et je fais quelque chose de nouveau. Et donc, on a bossé sur le projet, on s'est formé sur le tas, on a ouvert, ça fait 1 an et demi et c'est super. Et voilà, c'est le genre d'expérience que j'aime bien aussi. Ça répond absolument pas à ta question, mais au moins, on parle de fromage. Génial. Et tu m'avais dit, quand on s'était appelé, que tu allais faire un grand voyage là au début d'année. Est-ce que Ouais. tu voudrais en parler? Oui, 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 avec plaisir. Et surtout, en fait, par rapport à pourquoi est-ce que je fais ce voyage. Donc, là, aujourd'hui, j'ai donc Guémuz, qui est mon restaurant. J'ai la fromagerie avec Max et Laura, dont je suis associé. On a une autre boutique avec ma compagne qui est juste à côté, qui est la boutique de ma compagne, qui est sa boutique d'illustration, et où elle vend ses illustrations et tout dans le même quartier. On a récemment acheté un appartement dans le même quartier. Donc, je veux dire, on a à la fois, tous ces choix ont été faits de manière indépendante, autonome, donc on a une grande liberté, mais, comment dire, j'ai eu la sensation récemment, et de plus en plus, et depuis quelques temps, que tous ces choix qui étaient des choix de liberté à la base devenaient des contraintes, ou pouvaient devenir des contraintes, et que je n'avais pas envie d'avoir l'impression. J'avais fait de l'entrepreneuriat pour être libre, j'avais fait de l'entrepreneuriat pour être mon propre patron, et aujourd'hui j'ai 13 salariés chez Gamuse, j'ai des associés, j'ai des locaux commerciaux, et en fait je croule depuis 5 ans sous les responsabilités. Et je suis absolument plus libre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est se dire que on se crée nos propres contraintes, Mm. mais on se crée nos contraintes. Et j'ai rarement ressenti aussi peu de liberté que depuis que j'ai Gamuse, parce que je ne peux pas claquer la porte et m'en aller. J'ai un business, j'ai la responsabilité de 13 personnes. C'est les 13 personnes qui comptent sur moi pour les former, qui comptent sur moi pour avoir leur salaire à la fin du mois, qui comptent sur moi pour et ainsi de suite. Et en fait, je me suis jamais senti aussi peu libre qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je pouvais pas du tout appréhender avant de monter Gamuse, auquel je ne m'attendais pas. Et plus j'en prenais conscience, plus j'avoue que ça me faisait flipper parce que j'étais en train de me dire, en fait, moi je peux pas poser ma démission, en fait, je Mm. peux pas avoir de chômage, je peux pas. Donc moi qui ai toujours, comme je vous le disais, voilà, eu envie de pouvoir changer du jour au lendemain, de peau, de métier, aller vers des nouvelles aventures et tout. Je me rendais compte que là, ça devenait de plus en plus impossible. Et plus petite crise de la trentaine, et tout ça fait que je me suis dit, j'ai envie de me prouver à moi-même, et c'est le nouveau truc que j'ai envie de me prouver. J'ai envie de me prouver que je sais défaire ce que j'ai fait. Mhm. Euh, Si j'arrive pas à me prouver que je suis capable de défaire ce que j'ai créé, j'aurai toujours l'impression que ce que je crée dans le futur va m'enfermer. Mm. Donc, le but est bien évidemment pas de tout chambouler parce que j'ai une vie que j'aime beaucoup et voilà. Mais mon challenge était de me dire comment je réussis à appuyer sur pause à tous les endroits en même temps pour prendre 1 an pour nourrir un autre côté de moi dont j'ai besoin et qui va me permettre d'être meilleur dans ce que je fais par la suite. L'autre chose aussi, c'est que j'ai mis du temps aussi à le comprendre et à l'accepter parce que c'est un truc, on a l'impression que si on accepte ça, on est en train de se jeter des fleurs. Mais en fait, quand on est chef d'entreprise et quand on est entrepreneur, on est dans la création. C'est un métier créatif. Et comme tous les métiers créatifs, si on parle à n'importe quel photographe ou n'importe quel peintre ou je sais pas quoi, c'est relativement admis, même si ça doit être difficile pour eux aussi de l'admettre, que bah, pour s'inspirer, ils vont devoir voyager, ils vont devoir changer de lieu, ils vont devoir changer de mode de vie pour se créer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions et pour pouvoir créer. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas du tout l'impression d'être légitime à penser comme ça. On est là en mode, on est là pour faire du business, et le business, c'est pas de la création, c'est du business. Bah, c'est faux. En tout cas, moi, j'en suis arrivé là par rapport à ma personnalité. Ma personnalité en tant qu'entrepreneur, c'est que pour pouvoir créer efficacement, et c'est ce qu'attendent les gens de moi, c'est aussi ça le truc dont j'ai fini par me rendre compte, c'est-à-dire que quand je parle de responsabilité, j'ai la responsabilité effectivement de mon équipe. Mon équipe, même sans le formaliser, a forcément des attentes vis-à-vis de moi, que je sois un bon entrepreneur. Comme moi, j'ai comme attente du fait que ce soit des bons, entre guillemets, salariés dans ce qu'ils font et dans leur poste.
Et pour que je sois un bon entrepreneur, il faut aussi que j'ai la capacité et l'énergie et l'inspiration de le faire. Et donc, j'avais et j'ai besoin de prendre du temps, et du temps long et du temps déconnecté pour pouvoir recommencer à faire ce que j'ai fait il y a 5 ans, c'est-à-dire voyager, changer de vie, voir des nouvelles choses et laisser un petit peu éclore dans mon cerveau des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouvelles réflexions qui, j'espère, vont pouvoir m'aiguiller par la suite et puis et juste m'apporter des choses que j'ai pas pu m'apporter depuis longtemps. Et bah, je suis super contente pour toi de ce nouveau projet. C'est Et gentil, merci. effectivement, les entrepreneurs que j'ai en coaching, en fait, ils finissent ou ils continuent de se rendre compte que finalement, ce qui est le plus important, c'est vraiment, comme tu as dit, l'énergie qu'ils ont et leur état de santé émotionnel, mental, physique. Et qu'en fait, si eux ne se sentent pas bien, tout ce qu'il y a autour d'eux, leur business, leur vie personnelle, ça n'ira pas bien non plus. Exactement. Et ils se rendent compte que finalement, rien que de combler ses besoins premiers de sommeil, de nourriture, d'activité physique suffisante, ça les aide en fait à, comme tu dis, être inspirés, à être créatifs et à construire des belles choses qu'ils ont Je pense, envie de construire. je pense que chacun a sa manière enfin, de nourrir une partie de lui et qui est importante et qui est différente du travail. Ça peut être l'aventure, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Mais c'est essentiel. Sinon, en fait, il y a vraiment un gap très étroit entre être passionné et être frustré. Et je l'ai vu et je le vois autour de moi très souvent. Et même moi, parfois, je suis à la frontière de la frustration. Quand on fait un métier de passion et quand on se lance comme ça en se disant que c'est notre passion, c'est super hein, jusqu'au moment où en fait les contraintes deviennent trop importantes, ou je sais pas, où les objectifs sont pas atteints, ou alors où justement on découvre des sensations qu'on pensait pas pouvoir découvrir, qu'on pensait pas découvrir, comme par exemple bah, le fait de ne pas se sentir libre, ce genre de choses. Et tout d'un coup, en fait, sans même qu'on s'en soit rendu compte, on a shifté de la passion à la frustration. Et faire un métier passionnel frustré, c'est la pire chose qui peut arriver. Parce que déjà, à titre personnel, c'est désagréable. Et puis, même en termes de succès et de business, c'est le premier pas vers la déchéance du business. Mm. Parce que en tenant n'importe quel type de business, en étant frustré de le faire, ça ne peut apporter que du mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte du fait, et moi, là, je me parle à moi-même en le disant, hein, parce que je ne suis pas encore au stade d'un être 100% à l'aise et convaincu. Quand on fait ce genre d'expérience, quand on se nourrit par ailleurs, c'est du travail. Ça fait partie du travail. Alors bien évidemment, aller se faire un petit tour du monde, je veux dire, c'est du plaisir aussi, mais c'est aussi une partie du travail et qui va permettre de rendre le travail plus efficace, plus pertinent et de meilleure qualité par la suite. Totalement. Et du coup, ça sera où l'aventure l'année prochaine? Alors écoute, tout n'est pas encore fixé parce que justement, j'ai essayé de me battre aussi contre une autre partie de ma personnalité qui est que j'aime bien que les choses soient très prévues, très carrées, très planifiées. Ma vie depuis 5 ans, c'est des to-do list et des to-do list en cascade et des to-do list imbriqués dans des to-do list. Et j'avais envie que ce voyage soit aussi un petit peu renouvelé avec la spontanéité. Donc j'ai pas tout prévu. Je sais juste que là, je vais commencer par 3 semaines de Maroc où je pars seul. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Ça fait très longtemps que je suis avec ma compagne et on adore voyager ensemble. Mais malgré tout, j'adore aussi voyager seul. Et c'est quelque chose qui est difficile à assumer auprès des autres et auprès de soi-même. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir des moments où je suis vraiment seul. Et donc, je commence par 3 semaines seul au Maroc. Et après, on a comme projet de s'installer quelques mois par-ci, quelques mois par-là, pour essayer de travailler à l'étranger. Moi, j'aimerais bien travailler en cuisine à l'étranger pour voir de nouvelles choses, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment travailler, pour le coup, financièrement à l'étranger. Et donc, on a comme objectif final le Japon en septembre, décembre 2024. Pour ça, il faudrait que je réussisse à apprendre un petit peu le japonais, ce qui est encore pas donné. Et sinon, on a plein d'envies et d'idées. J'aimerais bien aussi faire un peu de voile, j'aimerais bien découvrir la pêche, j'aimerais bien
Voilà, pas forcément que des choses en rapport avec la cuisine pour nourrir aussi d'une autre manière. Génial, génial. Et pour la gestion de Guémus, de ta fromagerie, du coup, là, j'imagine que tu es en train de tout organiser pour partir l'esprit tranquille. Exactement. En fait, c'était très important pour moi aussi d'être serein avec qui j'étais en termes de patron et de ce que je voulais pour mon entreprise, de ce que je voulais pour mes salariés. J'aurais pas pu faire ce projet il y a 2 ans parce que j'avais pas encore mis assez de choses en place, à mon sens, au sein de Gamuse pour pouvoir l'envisager sereinement. Là aujourd'hui, j'estime avoir réussi à travailler sur tellement de petits aspects importants de la vie du restaurant, que ce soit les principes d'évolution, de formation au sein du restaurant. Je sais que mes salariés, ils vont pouvoir se projeter sur des évolutions qui sont intéressantes pour eux, qu'ils vont être encadrés en termes de formation, qu'il n'y a personne qui va être là juste en train de, entre guillemets, attendre que quelqu'un revienne. On a une vision très claire de ce qu'on veut faire au niveau stratégique. On a des bons process qui sont mis en place sur plein de choses. On a un équilibre de vie dans l'équipe à titre entre travail et vie perso qui, moi, me convient. J'ai réussi, entre guillemets, à transmettre mes valeurs, je pense, à mon équipe et à mon lieu, qui fait que je pars plutôt serein par rapport à ça. J'ai recruté un directeur de restaurant de l'extérieur, quelqu'un qui souhaite se reconvertir aussi à la restauration, à qui j'ai transmis un maximum de mes valeurs et de mes principes. Et voilà. Et j'ai totalement confiance dans le fait que, au-delà même que le restaurant va bien se passer, je suis même confiant dans le fait que ça va apporter des choses aussi au restaurant et à Gamuse. Mm. Quand on crée un business très personnel comme ça, que c'est le premier, qu'on y passe autant de temps, autant d'énergie, on a tendance aussi à perdre de vue le fait que c'est important de s'en retirer et qu'encore une fois, s'en retirer et pas drastique, enfin pas à 100% et pas d'un coup, mais je veux dire que de laisser un peu de place permet à des idées nouvelles aussi de germer, à des nouvelles manières de faire, de se mettre en place et que c'est hyper important aussi. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire avec quelles valeurs, justement, tu construis toutes ces choses? Quelles sont tes valeurs principales? Il y en a beaucoup et en même temps, je sais pas si j'ai mis des termes dessus. La première que je dirais, je sais pas si c'est une valeur, mais c'est la passion. Et c'est ce que je dis, enfin, est-ce que je dirais tout le temps si quelqu'un vient me voir et me demande, voilà, des conseils sur se reconvertir ou pas. S'il n'y a pas de passion, ça sert à rien. Je veux dire, c'est impossible de faire 70 heures par semaine de quoi que ce soit s'il n'y a pas une passion derrière. Donc la passion peut prendre diverses formes, mais ça pour moi c'est essentiel. Et c'est aussi essentiel parce que c'est ce qui sera transmis aux gens qui vont travailler avec toi. Donc si toi tu n'as pas cette passion, que tu n'as plus cette passion, c'est très compliqué de la transmettre. Ça, donc la première chose, c'est la passion. La deuxième, pour moi, c'est, alors encore une fois, c'est pas pas exactement les valeurs, mais c'est la curiosité. Être toujours curieux, être toujours dans la volonté d'apprendre des choses, toujours en train de se poser des questions sur pourquoi faire les choses comme ça, sur comment faire mieux, sur ce qui se fait ailleurs, ça c'est très important. Très souvent, j'ai pioché des très bonnes idées en entendant mes amis me parler de boîtes très conventionnelles. Des amis qui bossent dans des grosses structures, des multinationales, qui me parlaient de leur boulot, qui me parlaient de ce qu'ils aimaient moins, et ainsi de suite. Ça m'a toujours permis de piocher des choses et de les adapter à une petite structure, de les adapter à moi ce que je voulais pour mon entreprise et tout. Et après, j'ai des fortes valeurs aussi d'authenticité, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire les choses comment dire, il faut faire les choses avec une espèce de cohérence d'âme avec qui on est et avec ce qu'on veut que le monde soit et s'y tenir. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce que tout d'un coup on fait du business que on doit changer son système de valeurs et devenir ultra shark, capitaliste, j'en sais trop rien, tout simplement parce qu'on est en train de faire du business et que c'est un milieu concurrentiel et que je sais pas trop quoi. Je suis persuadé qu'il faut s'accrocher à ce qu'on est et être authentique avec ce qu'on est et avec ce qu'on souhaite et y aller the hard way en mode
même si c'est pas comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça que je vais faire parce que c'est cohérent avec moi-même. Et bah, typiquement, pour moi, ça s'est traduit beaucoup dans l'humain. J'avais pas envie d'être le patron qui prend son équipe pour de la main-d'œuvre qui est là uniquement à faire des calculs et des machins. C'est pas la vision que j'avais de moi, c'est pas la vision que j'ai envie d'avoir du monde. Donc c'est une vision très idéaliste, une vision très utopiste qui m'a amené à beaucoup de déconvenues, à beaucoup de déceptions, à beaucoup de cheveux blancs. Mais c'est une vision à laquelle je crois toujours et à laquelle je veux toujours croire parce que si moi j'y crois plus, je vois pas comment mon équipe elle pourrait un jour y croire. Donc cette forme d'authenticité, j'ai essayé de l'avoir principalement avec mes équipes, de toujours me comporter avec mes équipes comme j'aimerais qu'ils se comportent avec les leurs si un jour ils en ont. Et voilà. Je sais pas du tout si ça répond à tes questions, mais Ça répond absolument à la question. Merci Noé. je t'en prie. Bah, je te propose qu'on commence à conclure. Ouais, Est-ce que on pourrait juste refaire un petit débrief, voilà, des adresses, de la fromagerie, du kebab, peut-être que tu nous parles aussi un peu de ton site internet, des réseaux sociaux. ouais, avec plaisir. Donc vous pourrez déjà retrouver le restaurant donc, qui s'appelle Gemüse. C'est de l'allemand, ça veut dire légumes. Ça s'écrit Gemuse au 61 rue Ramet dans le 18e arrondissement. Vous trouverez la fromagerie qui est juste en face, qui s'appelle Racine Fromagerie, qui est aux 2 rue Ferdinand Flocon. La boutique d'illustration de ma compagne que je vous invite à aller visiter parce que c'est de très belles choses se trouve au 4 rue Ferdinand Flocon dans le 18e arrondissement toujours. Et sinon, à titre personnel, vous pouvez suivre mes aventures de cuisine sur mon Instagram qui s'appelle Nono les bons restos. Et voilà, et je pense que et j'ai un site internet, mais alors que je ne tiens plus du tout à jour, qui s'appelle Noé Cuisine Passionnée, sur lequel vous pouvez retrouver, je pense, 70-80 recettes et quelques articles de blog. Malheureusement, j'ai plus du tout le temps de le mettre à jour, mais voilà, il y a des articles de blog marrants sur ma vision de la cuisine et j'espère que ça vous donnera envie de cuisiner en toute simplicité, sans vous prendre la tête et de vous rendre compte que c'est un grand plaisir accessible à tous. Trop cool. Et une dernière question pour conclure. Dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais te souhaiter pour la nouvelle année qui arrive? Ce que je me souhaite absolument à chaque année depuis 5 ans, c'est-à-dire plus de légèreté, faire les choses avec moins de pesanteur. J'ai une très belle vie. Si je me pose 3 minutes, je me rends compte que je me suis donné la possibilité de faire tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de faire, que même les moments difficiles, je les apprécie, que humainement, parfois c'est compliqué de gérer des équipes, de machin, mais que c'est des choses que j'apprécie. Et voilà, j'aimerais me souhaiter de l'aventure et de la légèreté. Ok. Merci beaucoup, Noé. Merci à toi, Dana. Et voilà Merci. les amis, merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous inspirer et répondre à certains de vos questionnements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant sur vos réseaux sociaux et en parlant autour de vous. Vous pouvez également me proposer des invités ou des sujets éventuels pour ce podcast. Pour ce faire, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt.